Bienvenue au 4e épisode du Quartier privé. Aujourd'hui, on a un invité très spécial pour moi, Marie-Claude Dubuc. Bonjour. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Ça fait combien de temps que tu es ma coach de vie? De vie, ça fait quand même 30 ans. 30 ans. En fait, tu es ma mère. Je suis sa maman. Oui, tu es ma mère. Puis pour moi, c'est un honneur de t'avoir ici aujourd'hui parce que tu as créé un chemin pour moi dans ma carrière avec l'exemple que tu m'as montré de discipline, de travail, de valeur, d'authenticité en affaires. Il n'y aurait pas eu une meilleure personne que toi aujourd'hui pour qu'on parle des sujets que j'ai envie de discuter. OK. J'ai hâte. Oui. Mais ce fut un plaisir, soit dit en passant, de t'accompagner dans ton parcours autant personnel que professionnel. Merci. Bien heureuse d'être ici avec toi. Ce n'est que le début. Let's do this. Let's do this. En fait, on va pouvoir se promener dans les sujets parce que je veux qu'on parle un peu du passé, OK. qu'on parle du présent, qu'on parle du futur. Mm-hmm. J'aimerais ça peut-être que tu me parles de toi pour commencer. Si tu pourrais te présenter, qu'est-ce que tu fais avec les entreprises? Je suis une stratège, coach en performance. Donc, moi, mon dada, c'est les chiffres, l'analyse. Les chiffres, ils nous parlent. Alors, on est capable de bien déceler les niveaux de performance, les cycles de performance. Et moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je propose. Et je travaille avec les entrepreneurs dans n'importe quel métier. J'ai quand même une niche auprès des courtiers immobiliers. Alors, je connais bien les différents cycles, l'industrie et les niveaux de performance. Pourquoi mesurer les niveaux de performance? C'est que ça peut nous donner le chemin de l'année à venir. Donc, quand on fait des planifications stratégiques, des lacs à l'épaule, bon, bien, il faut qu'on soit capable de se baser sur des KPI, des Key Performance Indicators. Et ceux-ci sont qu'est-ce que je travaille avec les entrepreneurs ou les courtiers avec qui je travaille pour être capable de déterminer où qu'on s'en va, il faut qu'on sache d'où on vient et de quelle façon qu'on performe. Donc, on a un biorhythme. Les saisons changent. Moi, je le sais que je ne suis pas la même fille à l'automne qu'au printemps. Pas toute la même fille. On est différents dans les différents cycles des changements de saison, mais c'est la même chose en entreprise. Donc, d'être capable de le voir noir sur blanc, faire une analyse des 3 dernières années, ça nous permet de pouvoir déterminer les prévisions de l'année à venir et de mieux investir notre argent en marketing. Parce que ça coûte tellement cher. Oui, puis je pense que, tu sais, on partage des passions. Tu m'as légué, en fait, plusieurs de tes passions, dont l'entrepreneuriat. Puis peut-être qu'on pourrait embarquer avant d'entrer dans les sujets. Ton parcours, il est intéressant aussi parce que tu as travaillé longtemps les chiffres dans la comptabilité. Puis, à un certain point, dans ma jeunesse, tu t'es dit non, je retourne à l'école. Oui. Oui. J'ai commencé mon entreprise en tenue de livre avec ma sœur, j'avais 18 ans. Donc, les chiffres ont toujours été importants pour moi, même si j'ai beaucoup le côté créatif et le côté passionné. Les chiffres sont, comme j'ai mentionné, des indicateurs. Donc, j'ai une très bonne base en comptabilité, en finance, et j'ai voulu le valider. J'ai voulu, tu sais, j'avais un petit peu le syndrome de l'imposteur parce que je n'avais pas été jusqu'à l'université. J'avais les connaissances, j'avais des dossiers, j'avais des clients, ça allait bien, mais j'ai eu besoin d'aller chercher une certification ou même si je serais sortie sans certificat de l'expérience de retourner à l'école à 40 ans, j'ai appris que j'en savais pas autant que je pensais. Fait que, tu sais, de continuellement se garder à jour, c'est ce que ça m'a permis de voir qu'il y a autre chose, il y a d'autres façons, puis il faut pas rester confortable dans nos lauriers, puis de dire, ah, ben oui, ça a toujours été de même, ça va toujours être comme ça, mais non, pas du tout. Pas du tout. Alors oui, j'ai sorti avec mon certificat toute fière, puis ça m'a donné non seulement des outils, mais aussi un réseau. Absolument. Je pense que dans n'importe quel moment qu'on sort de notre petit carré de sable, notre parc, on est capable de développer des nouveaux contacts puis voir des nouvelles façons de faire. Absolument. Fait que dans mon coaching, c'est sûr que je pousse les gens à mieux performer, mais aussi à regarder dans quelle dimension peuvent-ils augmenter justement leur réseau de contacts. Oui. Ça en fait un petit peu partie. Là, je reviens au client au lieu de rester focus sur la question. Oui, Oui, m'excuse. Ben, en fait,
Ce que je trouve pertinent de ton parcours, c'est aussi parce que quand tu es sorti avec ton certificat, tu t'es lancé en enseignement, en enseignement pour le lancement d'entreprise. Donc, pour toi, les entrepreneurs ont toujours fait une grande partie de tes passions. Tu sais, autant dans la tenue de livre, tu as toujours été proche avec eux, fait que tu sais comment parler avec tact, mais pour les réveiller, là, pour dire, là, c'est assez, il faut que tu fasses des choses différentes. Puis je pense que moi, en t'ayant comme mère, ça m'a permis et je me suis fait brasser. Mais dans le bon sens parce que, tu sais, on a une famille d'entrepreneurs. Grands-parents, je veux dire, les deux grands-pères, les grands-mères, tu sais, c'est partout autour de nous. Tu t'es lancé aussi en affaires avec mon père. Quand vous étiez plus jeune, vous avez vendu la business. Tu as eu plusieurs aventures aussi entrepreneuriales, des hauts, des bas. Puis ça a été les plus belles leçons de vie parce qu'on les a vécues ensemble. Tu sais, je pense qu'en entrepreneuriat, la chose la plus, je trouve, transformative, c'est justement les saisons. Les saisons de l'entrepreneuriat, parce que un jour, on était à New York, puis on mangeait dans un des plus gros restaurants, puis j'étais jeune, là, quand même, là, puis tu m'avais découvert la gastronomie, puis le jour d'après, c'était comme, non, on s'en les compte un petit peu, le budget est plus serré. On va à la belle province. Oui, c'est ça. Puis c'est ça qui est beau, parce qu'il faut savoir toucher aux deux extrêmes pour trouver l'équilibre. Absolument. Absolument. C'est ça la beauté, tu sais, de prévoir. Je pense que ta capacité aujourd'hui de bien accompagner les entrepreneurs, c'est que tu l'as vécu. Toi aussi. Puis tu as le bagage qui vient avec de pas juste, oui, j'ai appris ça. Non, tu l'as vécu de A à Z, là. Puis je trouve ça formidable qu'une personne qui soit capable d'apporter ce bagage-là dans un coaching ou dans une transformation d'entreprise. Bien, merci. Je crois qu'un consultant, un coach, un stratège se doit d'avoir cette humilité-là. Parce que si on ne l'a pas, comment on peut s'attendre à ce que la personne avec qui on travaille peuvent l'avoir. Oui. Donc, c'est vraiment l'exemple d'être vraiment authentique, d'être down to the core. Puis surtout, les chiffres, ça ment pas. Là. Ça, c'est les choses. En dessous des couvertures, c'est là. Alors, ils nous parlent, puis ils font en sorte qu'on est capable de savoir pourquoi, puis qu'est-ce qu'on va aller chercher de plus. Puis quand on l'a le beaucoup, comme tu dis, les restos, la grosse game, des fois, on s'abandonne à ça, puis on réalise pas qu'on a plus de ventes, mais on a aussi plus de dépenses. Absolument. Puis le bottom line, j'aime ça ce que tu apportes. C'est ça. C'est qu'on abuse parfois de les belles ventes qui rentrent au lieu de faire notre petit écureuil. Souvent, on a une tendance, l'humain, de vouloir profiter. Hey, je l'ai arraché tellement que là je me paye la traite. Moi, je suis pas de même pantoute. Moi non plus. Puis c'est ça qui est délicat avec les finances parce que, tu sais, récemment, on a fait une restructuration de mon entreprise. Puis je veux qu'on en parle parce que pour moi, ça a été une saison difficile, celle qui vient de se terminer. Mentalement, j'ai eu des défis. Oui. Parce qu'on s'entend que la santé mentale, il n'y a personne qui est à l'abri d'avoir des défis. Là. Puis la vie est fragile, les accidents, ça arrive vite, les mauvaises décisions, ça arrive vite aussi. Puis j'ai dû réinjecter dans ma compagnie récemment par des mauvaises décisions. Puis on a ouvert les livres, on les a analysés, puis on est capable de prendre les meilleures décisions. Puis c'est drôle parce que tu m'as dit la semaine passée au téléphone, tu viens d'acheter une business. Aujourd'hui, moi, j'ai réinjecté dans mon entreprise parce que j'ai beaucoup de projets. Tu sais, ça roule, j'ai beaucoup de clients. Puis j'ai réinjecté parce que mes projets, j'y crois. Puis pour ça, je veux pas aller chercher d'autres actionnaires avec moi dans ma compagnie. Tu sais, pour moi, j'aimerais ça, en fait, trouver la bonne personne, mais je l'ai pas encore trouvée. Fait que c'est comme ça une décision de on arrête, on continue. Puis j'ai décidé de continuer. Puis ça m'a fait changer mon mindset sur beaucoup de choses, de plus jamais me retrouver dans cette situation-là. Tu sais, les saisons, justement, ça m'a fait réaliser l'entrepreneur que je suis aujourd'hui, comparativement à il y a même 3 mois. C'est deux mondes complètement différents. La façon que je perçois le cash flow, l'argent, puis on n'en parle pas assez. Non, c'est peu discuté. Il n'y a pas beaucoup de formation. C'est sûr que c'est pas intéressant pour tout le monde. Non. C'est pas sexy, les chiffres. Là. Non. Fait que moi, je les rends sexy. Avec les beaux graphiques et les couleurs. C'est ça. J'aime présenter l'information afin qu'elle soit, en discuter. Même si on en parle des chiffres, il faut qu'on soit capable
de s'exprimer ou vulgariser, je vais dire le mot mieux, de dire les choses comme ils sont. Hey, tu dépenses trop, là. T'as pas assez vendu le mois passé, le grand, là. Mais il faut qu'on soit capable de dire ces choses-là, puis de le dire sans que ça soit dans le jugement ou dans le... Tu sais, oui, un coaching en performance, on analyse les performances. C'est inévitable qu'on fait ça. Mais aussi, on est capable de prévoir les performances à venir quand on regarde d'où on vient. Alors, par exemple, tu as fait part un petit peu de difficultés. Historiquement, cycliquement, le mois d'août, pour toi, n'est jamais performant. Et ça, depuis toujours. Fait que si on regarde les ventes des 10 dernières années dans ton cas, ou quand que je travaille avec des clients qu'on analyse les 3 dernières années de façon mensuelle, on est capable de voir le biorhythme. Puis comme dire, ah, ben prends tes vacances au mois de juillet, toi, hein, d'habitude? OK. Après Noël, fais pas grand-chose, hein? Vas-tu visiter ta grand-mère dans le sud? Fait qu'on est capable. Mais quand on le sait, ça, on le fait. Tu sais, j'ai besoin de vacances, je vais prendre des vacances, parfait. Mais quand on prend un pas de recul puis qu'on fait une vue hélicoptère de notre situation financière, c'est comme voir le tableau de bord dans un auto qu'on conduit depuis peut-être 3 ans, qu'on ne voyait pas la vitesse qu'on allait, puis on ne voyait pas qu'il nous manquait de gaz. Fait que d'avoir ces tableaux de bord-là, c'est essentiel. Et 100%. Je vais faire un petit retour sur les enjeux qu'on ne discute pas nécessairement en tant qu'entrepreneur quand on a un petit peu moins de succès ou que ça va un petit peu moins bien. C'est un peu tabou parce que si on laisse voir qu'on est moins performant, bien, les gens vont moins venir vers nous. Fait que là, on est dans un cycle où on se conditionne, on s'écoute, là, on se donne des excuses. Il était une fois une vache, qui est un livre extraordinaire de Dr. Emilio Cruz. Alors, les vaches, ce sont des choses qui nous empêchent, des excuses qui nous empêchent d'aller plus loin. Mais on en jase des vaches ensemble, puis on regarde les raisons en arrière du manque de performance ou les pics de performance sont aussi dangereuses en entrepreneuriat 100%. que les basses périodes en entreprise. 100%. Puis je trouve que c'est pertinent ton approche parce que il y a beaucoup de coachs. T'sais, on s'entend, là, c'est rempli, on en voit encore plus ces médias sociaux. Puis ce que je déplore de ce monde-là, c'est que des fois, on a de la misère à aller vraiment trouver le problème. Puis le problème, c'est dans les tabous, c'est dans ce qu'on parle pas, puis c'est dans les chiffres. La plupart du temps, moi, je trouve ça malaisant, ouvrir mes chiffres à quelqu'un. J'aime pas ça. Ça me rend mal à l'aise. Mais je sais qu'à chaque fois que je le fais, j'en grandis. J'en sors grandi parce que c'est d'avoir un pas de recul, d'avoir des perspectives différentes, puis de trouver une personne qui est capable de te challenger dans le bien comme dans le moins bien, puis t'aider à avoir des choses avec une expertise différente. C'est plus rare, je trouve, de nos jours. Oui, et tu sais, je veux pas... je crois qu'il y a des extraordinaires coachs au Québec qui sont fabuleux, qui apportent tellement des dimensions différentes. Tu sais, un joueur de baseball, il n'y aura pas seulement un coach pour frapper au bâton. Il va avoir un coach pour courir, un coach d'alimentation, il va avoir un coach pour justement ses finances. Donc, on s'entoure de gens qui vont être en mesure de nous accompagner à atteindre le meilleur qu'on peut atteindre et dans un équilibre de vie que ça a du sens. Très bien dit. Dans le domaine de courtier immobilier, c'est pas facile. Tu sais, on a toujours baigné en entrepreneuriat à la maison, tu l'as mentionné, et j'ai toujours fait garde partagée de mon temps entre ma famille, mes enfants et mes clients et mes entreprises. S'il y avait une urgence en plein milieu de la journée que tu avais besoin que j'aille te chercher à l'école, j'y allais. La job, elle attendait. Mais le dimanche soir, on s'assoyait pour souper, puis j'avais une urgence d'une personne qui avait une situation quelconque, je le prenais le téléphone. L'équilibre. C'est ça. Mais un courtier immobilier, c'est constant. C'est d'apprendre à manœuvrer ça, à performer avec des collègues qui sont des concurrents. C'est un milieu unique et j'aime discuter de ça avec les gens avec qui je travaille, de le mettre sur la table parce que les partenaires de vie, les enfants, la famille, ils sont des joueurs importants. La base de tout. Ils sont aussi importants dans notre performance. J'ai des courtiers immobiliers que, le mois de septembre, on oublie ça, c'est la rentrée scolaire, c'est dédié à la famille. C'est correct, on le prévoit. On ne mettra pas d'argent sur Google Ads ce mois-là. Ça ne sert à rien, on n'est pas prêt à répondre à la demande qui va rentrer. Fait
en sachant ça, on est capable de mieux investir notre argent en marketing et que ça ait du sens. Absolument. Ouais. Puis c'est ce que j'aime de notre symbiose, si je pourrais dire, parce que moi, ma force, c'est pas les chiffres. Tu sais, puis j'ai frappé un mur récemment parce que j'étais allée dîner avec un client, puis on faisait comme un résumé d'un projet qu'on avait fait, puis il dit, Chloé, il dit, t'as tellement de qualité, là, mais tu sais pas compter. Puis là, sur le coup, je me suis rassée à ma chaise. Moi, j'aime, tu sais, mon ego, il a comme, voyons, c'est quoi son problème à lui de me dire que je sais pas compter, tu sais. Puis j'étais vraiment insultée, là. Fait que j'ai pris une petite minute, là, de gérer pourquoi il me dit ça, tu sais, sans répondre tout de suite. Ça fait en sorte aussi que cette conversation-là avec mon client, ça m'a fait prendre un peu de recul. Je peux pas être bonne dans tout. Tu sais, on a chacun nos forces, chacun nos faiblesses. Puis quand il dit je sais pas compter, c'était dans le sens, c'était pas méchant, c'était au contraire, c'était pour me faire réaliser que mes forces sont dans la créativité, dans la résolution de problèmes, dans savoir saisir les opportunités, mon œil de graphique, tout ce qui est plus artistique peut-être, versus quand que je te réfère un client, parce qu'il faut qu'on analyse les chiffres avant qu'on rentre dans cette phase-là créative. T'sais, avant que je prenne le client pour l'aider dans son développement, bien, si moi, j'ai pas les vrais... On s'en va où? Puis c'est quoi le passé? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éviter? Puis d'avoir des budgets aussi. Les budgets, il n'y a pas grand monde. Quand je donne des conférences, puis je demande aux gens qui ont un budget dans la salle, il y a une personne qui lève la main, puis je suis sûre que le budget, c'est fait sur une... Tu sais, je veux dire, bref, hein? Mais c'est pas obligé d'être super rigide, ce budget-là. Puis il y a beaucoup de personnes que ça leur fait peur. Mais juste de prendre un moment dans l'année, peu importe c'est quand, pour regarder c'est quoi le budget, c'est où est-ce qu'on s'en va, c'est qui notre client, c'est quoi nos objectifs. Puis si on n'a pas défini nos objectifs pour l'année, on peut pas avoir de budget. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, ça, j'ai un feeling. Ah non, mais ça, je pense que ça va marcher. Fait que ça fait que si on n'a pas un budget, on n'a pas de planification de où qu'on va investir et quand qu'on va l'investir et à quel endroit. Oui. Donc, il faut qu'on sache à qui qu'on parle pour pouvoir investir au 100%. bon endroit. Ça, c'est le basic du marketing. Oui. Mais tu sais, publicité, marketing sont deux choses, ils sont sous le même chapeau, mais ils portent pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes fonctions. C'est quoi la différence pour toi? Mais la publicité, c'est une publicité qu'on va payer pour du temps, donc, ou du visionnement, donc des vues sur Facebook, les médias sociaux ou sur la télévision, les plus traditionnels également. Mais le marketing, c'est l'analyse, c'est le contenu, oui, c'est la création, mais il y a un beau gros chapeau. La partie statistique du marketing, elle est négligée aujourd'hui. Et elle nous permet de justement, tu dis que tu ne peux pas compter. Je crois que c'est plus la référence qui te faisait ton client, c'était probablement de reconnaître la valeur qu'on a, c'est le premier pas. Et une fois qu'on reconnaît cette valeur-là, on sait à qui qu'on veut le dire, on sait quand qu'il faut le dire, mais là, on a un plan de match. Et si ça ne fonctionne pas, on réévalue. Parce que si on est à bonne place, on a bien saisi notre secteur ferme, par exemple, on a bien saisi notre audience, avec qui qu'on veut travailler, quel type de client qu'on veut, bien, on va leur parler. On regarde comment cette clientèle-là consomme et on va y parler comme elle aime consommer. Exact. On ne lui donnera pas du pâté à viande si elle est végétarienne. Oui. Donc, on va faire en sorte qu'on va y offrir du contenu qui va parler à cette personne-là. Trop d'argent est dépensé aléatoirement, un petit peu. « Ah, ouais, je pense que ça va marcher, ça. Écoute, je vais mettre ma photo sur des napperons, là. » Puis ça a marché, ça a fonctionné. Le traditionnel a une très grosse influence à où est-ce qu'on est maintenant dans le numérique. Mais le traditionnel, il a été là longtemps. Donc, on est capable de regarder qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Tu as travaillé dans les journaux. Donc, tu le sais ce que je veux dire. Quand on vendait un visionnement, on vendait une distribution. Et ça, c'est plus à large. Mais quand on est capable de vraiment avoir un focus important et clair du portrait de la personne à qui on parle, mais là, l'investissement coûte un petit peu plus cher, mais on parle à la bonne personne. Absolument. Sinon, c'est des coups d'épée dans l'eau. On gaspille notre argent à gauche puis à droite, puis on y va. Puis tu as dit quelque chose d'important, que c'est pas statique. Mon Dieu, non. C'est un budget qui est statique, c'est un budget qui fonctionne pas. Un budget mort. Il ne peut pas fonctionner. Ah, il faut que je mette ça par ton vrai. Non, ça ne marche pas. Je ne l'ai pas eu. Je ne peux pas le mettre. OK, parfait, on s'ajuste. On va revoir. Puis il faut qu'on soit capable de se rasseoir avec notre chiffrier. C'est un chiffrier 12 mois, les dépenses, où que ça va aller.
comment, là? Je vais revenir aussi si on veut faire de l'attraction ou la rétention, ça fait partie de la stratégie et des budgets. Mais c'est juste un fichier qu'on regarde puis qu'on se base de ça. C'est qu'est-ce qui détermine les chiffres. On a dit qu'on était pour faire 100 000 de ventes au mois de mars. Bien, on s'entend que si notre budget marketing est de 10 bon, bien, on va distribuer selon le pourcentage et le prorata sur 12 mois. Exactement. Ouais. En pourcentage avec ça. Puis, une fois que c'est fait, une fois qu'on le comprend, c'est juste d'y retourner, de le mettre à jour et de le travailler. C'est un tableau de bord. C'est de dire, il manque d'huile là. Oui, puis je trouve que un gros point en entrepreneuriat, c'est de bien s'entourer, c'est de déléguer aux bonnes personnes. Puis moi, considérant que ça n'a jamais été quelque chose que j'aime faire, parce que c'est pas parce que, tu sais, je pense que une grosse partie, moi, j'aime quand il y a des couleurs, puis que c'est des beaux graphiques, puis que je suis très bonne à analyser les chiffres, puis surtout les statistiques. On parlait de statistiques, là, c'est la base de tout, mais il faut que ce soit présenté de façon il faut qu'on le comprenne. Consommable. Oui, exactement, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Mais pour ça, il faut déléguer aux personnes qui sont compétentes pour le faire, puis bien nous entourer, parce que se faire proposer une direction par quelqu'un puis qu'on la suive, mais que c'était pas la bonne, c'est pas mieux non plus. Il faut pas tout mettre ses œufs dans le même panier. Il faut suivre son gut, son intuition, mais je trouve que c'est primordial en affaires, courtier immobilier, agence immobilière, peu importe dans quel domaine qu'on est, de prendre le lac à l'épaule. Tu sais, l'expression « on s'en va faire un lac à l'épaule » puis on prend du temps. Ton approche est super pertinente là-dessus parce que c'est comme des forfaits, dans le sens que c'est pas longue haleine, puis ça prend des mois puis des semaines. C'est « sors-moi tes états financiers, je te reviens ». C'est ça, parce que, tu sais, moi, je suis une coach de performance, c'est pas moi qui va montrer comment faire de la vente. L'immobilier, je le connais pas, là. Ouais. J'ai eu des transactions, j'ai quand même des notions, j'ai coaché beaucoup de gens en immobilier, mais c'est pas mon niveau d'expertise. C'est les chiffres. Tu as mentionné tantôt que de déléguer, c'est primordial. Mais il faut comprendre. Il ne faut pas qu'on se... Déléguer et débarrasser, c'est deux choses que des fois, en tant qu'entrepreneur, qu'on mélange. Ouais. C'est de déléguer une tâche qu'on comprend ou qu'on comprend un peu moins bien, mais qu'on veut mieux comprendre, ou de se débarrasser parce qu'on n'aime pas ça, les chiffres. Ouais. Puis il n'y a personne qui aime ça concrètement, là, d'avoir des deadlines puis de regarder, bon, ben, il faut faire notre TPS-TVQ, il faut qu'on fasse... Quand c'est fait à jour, puis quand c'est fait de façon... C'est pas stressant. Ben oui, c'est ça. Mais de le faire, c'est qu'il faut qu'on prenne un pas de recul, d'installer les outils, les gens, tu l'as bien mentionné, les gens aux bons endroits. Mais il faut comprendre. On est entrepreneur, on a une Inc., on est censé savoir qu'est-ce qui est un bilan. Puis si on ne le sait pas, on m'appelle. Puis je vais le vulgariser. Puis c'est ça, c'est de comprendre ce que j'aime. Ma passion à moi, là, c'est d'accompagner les gens à atteindre leur plein potentiel. Et j'aime le faire en utilisant des façons de comprendre différentes que le traditionnel, mettons, un petit peu trop fiscaliste, un petit peu dans le vocabulaire industriel des chiffres ou des comptables, par exemple. Fait que tu déchinoises. Je déchinoise. La comptabilité. Moi, jamais dit ça. Oui, je suis capable de regarder des chiffres puis savoir qu'est-ce qui se passe. Oui, 100%. Puis, moi, ce que je veux, c'est d'aider les gens à faire la même chose. D'être capable de voir leurs chiffres puis de le comprendre. Tu sais, j'ai des gens que je fais des forfaits de stratégie annuelle. Ils me reviennent année après année. Pendant les 6, 7, 8 dernières années, j'ai des clients qui me reviennent 10 ans plus tard. « Oh mon Dieu, ce que tu m'avais dit, c'était tellement vrai! » Puis là, je me suis dit, il faut que je t'appelle. Puis c'est ça, moi, je suis pas une coach de performance qui va exiger des présences pour pouvoir apprendre des données ou des techniques. OK. Non. On fait une stratégie, on fait le plan de match, puis si tu as de la misère à y arriver, appelle-moi, je vais te peser ces pitons encore, puis on va ressortir les shafts. Mais celle-ci, avec un bon directeur des ventes, on va dire, là, ou une personne, parce que, comme j'ai dit, le joueur de baseball, il y a plus qu'un coach. Fait que ma partie à moi, c'est vraiment, je te dirais, c'est annuel et essentiel d'être faite au minimum aux 3 ans.
Je suis bien d'accord. Puis encore cette semaine, je rencontrais un client tu sais, combien il faut que j'investisse, là, combien il faut que j'investisse. Puis attends, on prend un pas de recul, là. Tu sais, les clients s'attendent à ce qu'on arrive avec des recettes magiques tu sais, non, ça marche pas comme ça, là. Mhm. C'est combien tu veux faire? Tu sais, la première question à se poser, c'est combien tu veux faire dans ton prochaine année? Oui. Puis on part de ça. Le restant va suivre. Tu sais, on a parlé beaucoup du passé, puis d'analyser les chiffres, tout ça. Puis c'est une partie qui a beaucoup, beaucoup d'importance, mais il ne faut pas en donner trop Non. d'importance. Il faut être capable de les regarder, savoir, OK, puis une fois qu'on les comprend, on passe à autre chose. On continue d'avancer, puis on regarde en avant parce que passer trop de temps à regarder en arrière, c'est pas bon non plus. Non. Fait que, on parlait hier du climat, la météo. Oui. Je suis allée à Vancouver cette année, puis je suis arrivée dans un musée à Vancouver et j'ai été dans une exposition sur la météo dans le musée. Puis j'ai trouvé ça vraiment pertinent parce qu'on a vu la différence entre le climat et la météo. Puis si je peux me permettre d'essayer de l'expliquer comment je l'ai compris, c'est que le climat, c'est de regarder des statistiques sur le long terme pour pouvoir prédire la météo. Fait qu'on va regarder le climat des dernières années, puis qu'est-ce qui s'en vient. Tu sais, c'est vraiment comme de regarder plus le macro sur qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, ben la météo, c'est de regarder les prévisions comme des 14 prochains jours. C'est ça qui est important aussi en affaires. Fait que ce parallèle-là sur les finances, je pense qu'il était pertinent dans le podcast pour faire réaliser que c'est pas tabou, les finances. Il faut qu'on soit capable d'en parler. Puis aussi, si ça va pas bien, là, parlez-en. Parlez-en à des personnes de confiance parce que moi, quand j'étais dans cette situation-là où moi, j'allais pas bien, si j'aurais pas eu mon réseau pour m'aider, ça aurait pas été la même game. Tu sais, ça aurait pris plus de temps à me relever. Puis il y a comme une certaine isolation entrepreneuriale quand on est en affaires où on peut pas nécessairement parler aux gens autour de nous pour pas se faire juger comme tu parlais. Puis je veux juste lancer un appel que si jamais il y a quelqu'un qui sent qu'il a besoin d'en parler, ben trouver. Il faut parler. C'est l'enjeu, c'est ça, c'est le tabou de l'entrepreneuriat. Non seulement qu'un entrepreneur a plusieurs chapeaux à porter, également, mais il y a des hauts et des bas à travers ça. Oui. Puis de ne pas avoir quelqu'un qui nous lance une bouée de sauvetage une fois de temps en temps pour nous donner un petit répit, on s'étouffe vite, rapidement, là. Oui. Il faut qu'on soit capable de dire « Ah, écoute, ça va un petit peu moins bien, mais je travaille là-dessus, puis j'y vais d'être honnête. » C'est sûr qu'on ne veut pas démontrer aux gens qu'on a des périodes, des comme faiblesses. Je disais tantôt, qu'on a une faiblesse ou qu'on a des périodes un petit peu moins performantes. Mais il faut qu'on soit capable de l'identifier parce que sinon, on fait juste mettre un beau plaster dessus, puis ça revient. Et ça va créer des dommages collatéraux à l'entreprise si on fait ça. Donc, il faut qu'on soit capable de s'asseoir puis d'arrêter l'hémorragie, pas juste mettre un plaster. Des fois, ça prend des points de suture. Oui, je suis 100% d'accord avec toi. Puis, je vais faire un parallèle au marketing parce que ça peut peut-être aider des gens à faire le lien, mais le concept de plaster, j'ai essayé avec Google Ads. OK. Ça m'a fait penser à ça, fait que je sors d'un sujet à l'autre, mais quand on n'a pas les bons outils en place, on va prendre des actions qui vont être temporaires, qui vont coûter cher. Exemple, quand on n'a pas un bon site web. C'est la meilleure marketing. Quand on n'a pas les bons outils, un bon site web performant, bâti de la bonne façon, avec des bons mots-clés, une bonne stratégie de positionnement, qu'est-ce qu'on fait? On ne sort pas dans les moteurs de recherche, fait que ça veut dire qu'on va aller dans Google Ads, puis ça coûte cher, puis ça revient à chaque mois, puis tu investis dans les poches de quelqu'un d'autre. Tu donnes de l'argent au lieu d'investir dans tes propres outils à toi pour être plus fort, pour rester dans la pérennité. Fait que j'aime le parallèle entre les deux, tu sais. Prendre soin de ses outils, des bons outils de base. Puis pas avoir peur des nouveaux outils là, Non. qui sortent. Parce que moi, je veux dire, j'ai appris sur Lotus. Donc, Lotus, c'était avant Excel. C'était le papa d'Excel. Et puis, on a évolué. Là, moi, j'utilise ChatGPT. Puis, j'ai pas, ben oui, c'est un outil qui est là, qui est disponible, puis qui simplifie ma vie, qui m'aide à travailler mieux. 100%. C'est pareil comme Word puis Excel ont fait, ou comme l'Internet. On avait peur, là, les Internets, mais à ce temps, tout se transige par Internet. Là. On n'a plus de papier, on n'a plus de poste qui est livré à la maison, on n'a plus de facture d'imprimé. Il y a une évolution. Il faut qu'on soit capable de suivre cette évolution-là. Les 100%. outils qu'on a, il faut qu'on s'assure, comme
comme je disais tantôt pour les formations, autant que c'est important de retourner pour s'assurer on est encore en train d'utiliser les méthodes et les outils qui sont à jour. 100%. Très important. 100%. Puis je pense que on était en train de parler de Lotus, l'évolution des technologies et puis des outils. Oui. Je pense que c'est un point tellement important, mais tu sais, je pense pas qu'on aura besoin de rentrer dans le besoin d'innover parce que tous les entrepreneurs, ils l'ont vécu là, récemment avec ChatGPT. Ça a confronté beaucoup de personnes qui essayaient de se mettre la tête dans le sable depuis longtemps. Absolument. Si on enlève la technologie, là, si on revient à la base de tout, tu sais, nos forces, comme sans ChatGPT, sans nos photographes pour faire nos trucs immobiliers, sans notre design, notre staging, si on est capable de revenir à la source, parce que moi, c'est ça que ça m'a fait. Tu sais, je suis revenue un peu à la source de faire comme, OK, qu'est-ce que j'aime profondément faire? Qu'est-ce que je suis bonne à faire sans outils externes, sans besoin de béquilles pour être mieux? OK, béquille, OK. Des béquilles. Parce Des que béquilles. la technologie, ça peut devenir une béquille assez rapidement, où ce qu'on se permet plus de réfléchir. On se permet plus, tu sais, de... Puis je pense que ça va être un gros point, tu sais, récemment sur les médias sociaux, on a vu beaucoup de trucs passer sur la stupidité dans laquelle on vit. Là. Il y a eu beaucoup d'affaires très stupides qui sont passées. Assez spécial, oui. Puis je pense que c'est le manque de capacité à se laisser réfléchir. Tu sais, quand on a un débat, pas un débat, mais tu sais, quand on cherche un sujet, là, de faire comme, hey, c'est quoi déjà le nom de cette personne-là? Bien, d'arrêter d'aller directement chercher l'information, de se donner un temps de non, on va le trouver, fermer les téléphones cellulaires. Il faut laisser nos neurones travailler, ce qu'on fait plus autant. Puis même dans la solitude, tu sais, chaque fois qu'on se sent un peu seul ou qu'on se sent, tu sais, voyons, je suis toute seule dans une place publique, prendre le téléphone. Ah, c'est un réflexe, c'est incroyable. L'autre jour, je me suis attrapée à faire... Je pogne mon téléphone, je m'en allais chercher un courriel. Mais là, instinctivement, là, je clique sur Facebook. Incroyable. Je sors de Facebook, je clique sur Instagram. Puis là, je suis comme, mais voyons, qu'est-ce que je voulais faire dans mon téléphone? Puis je me dis, je ne suis pas la seule qui fait ça. Tu sais, c'est qu'on a tellement... Oui. Et je crois... oui, je suis d'accord avec toi que c'est un problème, mais je crois que, comme tout, il faut qu'on ait des limites. On ait des limites quand on conduit, il faut qu'on ait des limites quand on consomme, il faut qu'on ait des limites quand on mange. Alors, il faut qu'on ait des limites avec l'utilisation ou la surutilisation des outils qui sont à notre disposition, qui remplacent beaucoup les essences. Donc, l'essence d'une business, d'une transaction, d'une poignée de main. Cette essence-là, on l'a négligée énormément depuis COVID. Donc, post-COVID, ça a engendré qu'on a moins de présentiel, puis c'est ce que tout le monde semble vouloir plus. Donc, il faut qu'on soit capable de se donner des limites, puis aussi d'écouter quand notre intuition nous dit « Hey, là, comment, c'est assez, va prendre une marche, là. Ouais. » Bien, vas-y. Parce qu'on est sollicité constamment. C'est incroyable. Puis ça paraît beaucoup aussi dans les réflexes marketing de tout vouloir être sur les médias sociaux. Honnêtement, depuis que j'ai lancé ma business, il n'y a pas de clients qui sont arrivés vers moi en lien avec les réseaux sociaux. Moi, pour moi, les réseaux sociaux, c'est un gros tabou là, en marketing, mais c'est pas là où on va générer de la business. Non. Pas du tout. Non. Pas du tout. C'est de la belle visibilité, on se le cachera pas, puis c'est la répétition, tu sais. Mais c'est plus de prendre soin des gens. Puis de miser sur les relations qu'on a. Tu sais, moi, toute ma business vient des références ou de mes conférences, de mes formations, de mes initiatives comme le podcast. Tu sais, c'est où que les gens peuvent vraiment me voir puis dire, est-ce que j'ai envie de travailler avec elles? Est-ce que ces valeurs correspondent aux miennes? Parce que les types de clients qu'on va avoir sur les médias sociaux, pour moi, c'est des leads froids. Des leads qui ne vous connaissent pas, qui n'ont aucune idée qui vous êtes, que ça va prendre du temps à closer, à générer. Puis la plupart du temps, les budgets là, sont les plus élevés, c'est sur les médias sociaux. C'est des cold calls virtuels. Absolument. C'est exactement ça. Puis, c'est sûr que c'est très important d'avoir un bon branding et avoir des campagnes de notoriété. Il faut qu'on ait une belle page active, tout dépendant de la clientèle. Ça peut être Facebook, ça peut être LinkedIn, ça peut être Instagram, ça peut être les trois, ça peut être TikTok, tout dépendant de notre clientèle et à qui qu'on parle. Mais il faut qu'on ait quand même dans notre vitrine
je ne parle pas de web, mais vraiment sur les médias sociaux, la vitrine, il faut qu'elle soit remplie. Donc, il faut qu'on voit qu'il y a eu de l'activité, qu'il y a eu de la sollicitation et que c'est actif pour justement valider la qualité de la personne avec qui on va travailler. 100%. Pareil comme un site Internet le fait. Donc, ça, je crois qu'on doit distinguer la notoriété qui est nécessaire pour être en affaires. Donc, on veut-tu un pignon sur rue ou on veut une shop à Saint-Léonard dans le fin fond d'une ruelle puis qu'on n'est pas affiché du tout? Ouais. Où c'est qu'on se situe, on décide, puis quand tu dis c'est sur les médias sociaux, la publicité ou l'affichage, ça dépend de l'industrie. Je dirais que Shein fait une très bonne job. Temu aussi. Temu et Amazon, ils font un bon travail avec ça, puis c'est beaucoup avec des influenceurs. Ça, c'est un autre sujet altogether, Mais c'est des produits. Oui. Il y a une grosse différence aussi. Moi, j'adore vendre des listings de mes clients sur les médias sociaux parce que c'est des produits. Oui. Tu sais, c'est tangible, on vient pas... C'est une maison, c'est pas Exact. une personne qui vend la maison. Exact. Puis et là, la grosse différence, c'est le service versus le produit. Avec un client récemment, on a fait la mise en marché d'une propriété, puis on a fait une belle campagne médias sociaux. Puis ça, pour une belle, là, ça 100 $ de budget, honnêtement, puis tu es capable d'aller chercher des clics à pu finir. Puis c'est ça un peu le concept des médias sociaux que je prône, c'est que faut pas dépendre de tout ça, faut que ça fasse partie de ta boîte à outils. C'est un canal de distribution. Tu sais, c'est vraiment Absolument. ça. Fait que viens t'assurer que si tu es sur Facebook, puis tu mets de l'énergie, mets du budget, parce que sinon ça sert à rien. À mon point de vue, à moi, là, du moins, c'est... Le côté organique, il est lourd à entretenir. Oui. Il prend beaucoup de temps puis d'espace mental, beaucoup de ressources aussi. Est-ce que ça vaut la peine? C'est à se poser la question. Tu sais, toutes les ressources que tu vas mettre pour avoir la visibilité de ton contenu organique, t'es mieux de mettre un 100$ en publicité puis d'aller chercher 60 000 vues. Tout dépendant de la publicité. Tu sais, quand on dit Joyeux Noël, on met pas un 100 $ dessus. Là. Ça dépend de la campagne, par exemple. Il y a des bonnes campagnes. 100% certain, 100%. Oui. Puis, on va s'assurer de bien faire la publicité, de la cibler le mieux qu'on peut pour pas justement avoir des coups d'épée dans le dos. Dans l'eau. Et ce que je veux parler, c'est parce que tu m'apportes à dire, OK, si c'est pas bon sur Facebook, c'est bon sur quoi? Où qu'on met notre argent, alors? Bonne question. On a un 15 de budget, là, mettons. Là. On est en lancement, là, une belle campagne de notoriété. Où qu'on met notre 15 En fait, moi, je vais venir challenger un peu les statu quo du marketing. J'ai inversé, vous avez vu, j'ai fait l'entrevue. J'aime ça parce que c'est une question qui est super importante à se poser. Tu sais, c'est quoi les médias aujourd'hui qui fonctionnent puis qui peuvent nous permettre d'avoir les résultats escomptés? Moi, dans ma perspective à moi, le pignon sur rue aujourd'hui, c'est le site web. Mm-hmm. C'est comme un immanquable. Prends le temps de bien faire ton contenu, que ce soit à ton image, que ça parle à ta clientèle, parce que tout ce qu'on va faire va rapporter au site. Tous les médias qu'on va utiliser. Ce que je veux dire par là, moi, j'ai une approche qui n'est pas dans la quantité, mais qui est plus dans la qualité. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'agences qui vont faire 2, 3 publicités par semaine, ce qui est bien correct. Moi, c'est plus, je vais miser sur une bonne idée, puis je vais m'assurer qu'elle soit vue dans tous les différents canaux publicitaires. Exemple. Des campagnes fortes. Des campagnes fortes, au lieu d'en faire comme à pu finir, puis oui. diluer le budget, diluer l'attention. Mm-hmm. Fait que dans ce cas-ci, on va trouver l'idée, on va définir le concept. Oui. Puis après ça, on va le diffuser sur les infolettes, sur les médias sociaux. On va faire des flyers si nécessaire. On va aller faire du porte-à-porte avec la campagne. On va faire des guides avec l'idée. Tu sais, c'est de ne pas la laisser mourir. Il y a beaucoup trop d'idées en marketing que c'est vraiment une bonne idée, mais on l'a juste fait sur une publication Facebook, puis après ça a tombé. C'est ça. C'est de la faire mousser plus, puis de donner l'attention que ça mérite. Il y a des catégories qu'il faut qu'on regarde, comme une fois qu'on sait c'est à qui qu'on parle. Ouais. Bon, le traditionnel, les pancartes, les affiches, etc., sont importantes. Qu'est-ce qu'on fait, quel budget qu'on veut mettre et attribuer sur nos prévisions de vente en lien avec le traditionnel? Ouais. Est-ce qu'on fait de la radio? Il y en a que ça fonctionne très bien. Absolument. Mais il faut qu'on ait une belle panoplie de produits dans notre plan marketing. Oui. Il faut, nécessairement, Facebook, Google, on le regarde, on décide, on prend des décisions, on fait des campagnes across the board. On fait
des commandites, on fait... moi, la partie où est-ce que ça me fait beaucoup vibrer et ça fait vibrer les gens avec qui je travaille, c'est la loi de Pareto, le 80-20. Oui. Oui, parce que tu as mentionné infolette. L'infolette, au-delà de les courriels qu'on va aller chercher pour de la nouvelle clientèle, c'est parfait. 80 des lecteurs de notre infolette, ce sont des gens qu'on a eu des relations avec et qu'on veut maintenir cette relation. Donc, souvent, on va penser que juste envoyer une infolette par mois, ça nous continue à avoir un contact avec nos clients. Il faut faire ça, oui, parce que c'est une des façons les plus abordables Absolument. de faire de la publicité, mais il faut aussi déterminer notre budget, combien qu'on veut en mettre en attraction et combien qu'on veut en mettre en fidélisation. Moi, je suis certaine que la majorité des courtiers immobiliers qui écoutent cette émission, s'ils regardent les 10 dernières ventes qu'ils ont eues, 8 d'entre elles ont été par des références. À moins que ça soit un démarrage et que ça soit vraiment du terrain, mais principalement, c'est 80 de notre clientèle qui est en référence. Absolument. Mais pourtant, on prend 80 de notre budget pour aller chercher, faire l'acquisition de nouveaux clients. On devrait revoir un petit peu puis dire, peut-être qu'on devrait faire l'inverse, de continuer à gâter et à s'occuper des gens qui sont dans notre CRM. Parce qu'un courtier immobilier, il vend demain matin sa business, il vend son CRM. Absolument. Il vend sa base de données. That's it. Tu achètes un dépanneur, tu as un inventaire. Un courtier immobilier, c'est pas ça qui est parti. Alors, le CRM, il faut qu'on l'entretienne. C'est vraiment le trésor d'une entreprise. J'aime tellement ça. C'est comme de la musique à mes oreilles. Je pense que si on revient à la base, à l'essence même des affaires, c'est les gens. Tu sais, à prime abord, c'est les gens, de prendre soin de nos gens, de leur donner des conseils, puis de pas toujours demander. Tu sais, il y a beaucoup de marketing qui est basé sur « Appelez-moi, en fait, non. C'est qu'est-ce que tu donnes comme expertise? Qu'est-ce que tu leur donnes comme Mais contenu? » comment tu vires ça avec un call to action? Qu'est-ce que tu veux dire? Sans demander un appel à l'action pour comment qu'on peut faire ça. Parce que ça nécessite. Oui. On en a besoin. Je ne dis pas que les appels à l'action ne sont pas nécessaires. C'est plus... Suivant un appel à l'action, il faut qu'il y ait du contenu qui est donné. Tu sais, c'est vide, les messages que je vois. Ça n'a pas de pognard. Là. Tu sais, moi, je veux me faire aider. Quand que je choisis quelqu'un, là, c'est pour me faire aider. Fait que si tu veux que moi, si j'ai l'impression que c'est moi qui t'aide, ça ne m'intéresse pas. Fait que qu'est-ce que tu peux m'apporter comme contenu éducatif, gratuit, d'expertise? Puis c'est là où la magie se passe. Puis c'est un peu ça, les guides. T'sais, les guides, c'est de donner beaucoup, beaucoup avant qu'on se fasse demander quoi que ce soit. Puis même chose dans le porte-à-porte. Les guides saisonniers, c'est intéressant parce que c'est pas d'arriver les mains vides, puis d'arriver puis de dire la valeur d'une propriété dépend de son entretien. Fait que je vous offre une checklist pour bien prendre soin de votre propriété. 100%. C'est comme, OK, parfait, tu me donnes du contenu. Puis après ça, appelez-moi si vous avez des questions. Oui. Oui, se positionner en tant qu'expert, ça se fait avec des outils. Oui, il y a dans l'exécution de la tâche, bien entendu, mais il faut également avoir des différenciations des autres gens, d'arriver avec des façons de faire, des cadeaux, bonjour, regardez, moi, je vous arrive avec de l'information pertinente à vos besoins. Et ça me fait plaisir. Puis si ça ne se retrouve pas ici, je suis là. Je suis un expert prêt à vous aider dans votre acquisition ou vente de maison. Revenir à l'essence de on le fait pourquoi puis comment on veut aider les gens. Absolument. Merci, Ben, Marie-Claude. Tellement fait plaisir. Ça a passé tellement vite. Un gros merci pour la belle invitation. C'était vraiment beaucoup, beaucoup de contenu éducatif, pertinent. Puis j'espère que ça va vous permettre de vous poser des questions en lien avec quel genre de service que vous voulez offrir, quel type de budget que vous investissez, si vous en avez un, pour commencer, évidemment. Oui. Puis voilà, on se voit à la prochaine épisode.